les amis, Noa-sur-Mer fait sa rentrée sur l'eau forcément ici au Grand Pavois de La Rochelle. Alors Guillaume va nous raconter des histoires un peu drôles de tonneaux qui ont traversé l'Atlantique. Quant à Tanguy, il va nous parler du départ de la Mini Transat. Il est d'ailleurs avec Violette d'Orange, la Benjamine de l'épreuve. Et moi je vais essayer de ne pas chavirer. Merci Violette de nous accueillir sur ton bateau, un Mini merci 650 qui s'appelle le 955. Voilà, c'est le 955. Le nom d'origine, c'est Coin Coin. D'accord, Coin 1 même. Coin 1. Et sinon, le nom de course, ce sera le Club Aérocampus. C'est le nom de mon sponsor principal. D'accord. Et donc Violette, tu es la Benjamine de cette course. Tu as quel âge? J'ai 18 ans et ouais, j'ai ce statut un petit peu spécial d'être la première fille à faire une course comme ça à travers l'Atlantique. Donc je suis assez fière. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est pas un hasard qu'on te retrouve là à 18 ans. Tu as déjà fait pas mal de choses et tu t'es bien entraîné. Comment tu le sens, cette course? C'est vrai que j'ai déjà fait des petites traversées. J'ai fait la traversée de la Manche en optimiste quand j'avais 15 ans. Après celle du détroit de Gibraltar en optimiste toujours. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça reste toujours un défi, une aventure que j'ai envie de vivre, un rêve que j'ai envie de réaliser. Mais c'est quelque chose qui est à un autre niveau, je pense, la traversée de l'Atlantique. Et j'ai encore un peu de mal à réaliser. Je me suis préparée pendant 1 an pour faire cette course. Pour déjà rien que m'inscrire, il fallait faire des qualifications. Et en plus de ça, il y avait tous les entraînements. Donc là, je me sens prête. Le départ, c'est dans 3 jours maintenant. Donc j'ai trop hâte en fait. Bon. Et en attendant, on va voir justement ce qui t'a amené là. C'est toute cette aventure dont tu parlais, voilà, ça fait quelques années que tu navigues et t'es pas à ton premier exploit. On regarde ça en reportage. Il y a 2 ans, Violette n'avait jamais mis les pieds sur un Mini 650. Son projet, c'était de participer à la Transat 2021. Mais voilà, Violette est une jeune fille pressée et surtout passionnée. On ne te demande pas ce que tu vas faire quand tu seras grande? La voile. De la voile, évidemment. Voilà, ça y est, on passe le premier cargo. C'est bon signe parce que ça veut dire qu'on entre bientôt dans le rail. Et donc voilà, on avance petit à petit. Mais bon, on n'est pas arrivé encore. Jugez-en, à 15 ans, elle se lançait le défi de traverser la Manche en optimiste. Image incroyable de ce petit bout de femme slalomant autour des cargos et des ferries. Plus tard, ce fut le 4-20 et des médailles en championnat du monde. Alors pourquoi pas traverser l'Atlantique? Après tout, maintenant, elle est majeure et vaccinée. En 18 ans, Arnaud, son père, s'est fait une raison. Sa fille est un marin. Impossible de la garder trop longtemps à terre. Violette, elle est toute jeune, elle n'a même pas son permis, donc il faut l'emmener à droite à gauche, il faut aussi l'aider à la logistique. C'est un projet presque familial dans le sens que la maman va préparer le petit déjeuner le matin pour les partenaires, le papa fait le transport et la logistique et Violette, elle se concentre vraiment sur sa course et sur tous les à côté de la course. Reste qu'une transatlantique en solo, c'est un gros morceau, mentalement surtout. Près d'1 mois de mer en solitaire, un nouveau défi qu'elle prépare depuis longtemps avec une sophrologue. On travaille sur les peurs, sur la pression, le stress, savoir gérer la solitude. Et puis Violette, c'est aussi une régionale de l'étape, une rochefortaise, membre de la Société des régates rochelaises. Raison de plus pour la soutenir. Allez Violette, rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique. Tu nous fais une petite visite, Violette? Bah bien sûr. Je sens que je vais encore devoir me plier en 12. C'est assez compliqué pour rentrer dans le bateau. Comment on fait? T'as une technique particulière? Non. Ça tombe bien que tu fasses pas 2 mètres. Ouais, Hein? c'est vrai Parce que donc ce bateau, il fait, on rappelle, 6 mètres 6 mètres 50. 50, ouais, c'est ça. Et je suis la plus petite de toute cette bande, mais au final, c'est un avantage dans le bateau parce que Carrément. pour rentrer, c'est vraiment compliqué. Alors vas-y, explique-nous un peu, n'hésite pas même à te déplacer, nous on te suit pour nous dire voilà, comment on vit dans un bateau comme celui-là pendant... Alors, on vit, c'est très rudimentaire. Alors, j'ai plusieurs sacs. Ça, c'est un sac où il y a toute la sécurité. Dedans, j'ai des piles pour recharger les lampes. J'ai
j'ai tout un tas de choses dedans. Ça, c'est une combinaison de survie. D'accord. Après, j'ai à l'avant, on peut voir. Vas-y, on peut y aller, hein. Ouais, bien sûr. Donc, aïe. À l'avant, j'ai tout un tas de bidons. Ouais. C'est parce qu'il faut que je transporte toute mon eau. Donc là, je vais avoir 100 litres pour la deuxième étape, voire plus. Et donc voilà, ça représente, c'est assez lourd dans le bateau. Il faut toujours le transporter partout pour gérer l'équilibre du bateau. En C'est fait. ça, pour faire les contrepoids. Ça, c'est j'ai 2 panneaux solaires pour mon énergie qui Ok. sont rangés ici. Et j'en ai 2 fixes dehors qui sont tout le temps là dehors. D'accord. Ça, c'est tout un tas de De petits petits mots messages que- sympas. C'est tous les gens qui sont venus visiter le bateau sur les pontons là depuis une semaine. Ah, c'est Qui super. m'ont envoyé plein de messages. Ça, c'est un artiste. Il faut s'imaginer déplier ça avec le bateau qui bouge dans tous les sens, C'est hallucinant. avec de l'eau partout et enfin voilà. C'est assez compliqué. Et donc ma table à cartes, elle est immense parce que les cartes sont immenses. Et là, voilà. Ben, merci pour cette visite. Alors là, on l'a vu, c'est rudimentaire, il y a de la résine et tout. Mais j'ai l'impression que c'est presque encore confortable par rapport à l'engin qu'on va découvrir maintenant avec Guillaume Dequet. Alors Tanguy, tu parles d'un engin, effectivement, regarde-moi ça, un tonneau flottant qui a traversé l'Atlantique et on va aller rencontrer le type qui est presque assez fou, on va dire, pour tenter cette aventure, Jean-Jacques Savin. Bonjour. Alors, combien de jours de mer là-dessus? 127 jours. Bon, on fait un petit peu le tour de votre palace flottant. Alors, vous n'êtes pas nourri que de poissons que vous avez pêchés quand même. Ça, c'est mes trophées. Ce sont les 10 coryphènes que j'ai réussi à tirer. Vous subissiez complètement le courant, la dérive, ou vous aviez moyen d'une manière ou d'une autre de vous diriger. Vous êtes arrivé à Porto Rico, c'est ça? Voilà, justement, au lieu d'arriver en Martinique, je suis arrivé 1400 km au-dessus de la Martinique, à 300 km au-dessus de Porto Rico, du fait que je n'ai pas eu les alizés au moment voulu. Et comment vous faites en cas de route de collision avec un cargo? Parce que vous n'êtes pas très manœuvrant. C'est ce qui s'est passé à 2 reprises. Heureusement, il y en a un, j'avais une VHF, une petite VHF à bord. Il y en a un que j'ai pu intercepter à peu près à 1 km en parlant terrien, qui m'a repéré et qui a pu me passer, il est passé à une centaine de mètres. Par contre, il y en a un qui n'était pas en liaison radio et quand il a été à 200 mètres de moi, j'étais obligé d'envoyer un fumigène et il m'a repéré de par le fumigène, et ce qui a évité la collision. Alors, le temps que nous, on grimpe dans votre passe, que vous fassiez un petit peu visiter l'intérieur pour qu'on comprenne un petit peu comment vous avez vécu ça, je vous propose de revenir en image sur votre arrivée à la Martinique avec toute l'émotion évidemment qui s'est faite jour à ce moment-là. 1h du matin. Depuis le quai du port de Fort-de-France, on aperçoit la capsule, ou plutôt le tonneau bien amarré sur le remorqueur. À l'avant, la silhouette frêle de Jean-Jacques Savin, souriant, juste un brin fatigué. Le navigateur a réussi l'exploit de traverser l'Atlantique des Canaries aux Caraïbes à bord de sa drôle d'embarcation sans aucun moyen de navigation, juste à la seule force des vents et des courants. Ce que Alain Bombard a rêvé, Savin l'a réalisé. C'était mon premier livre que j'ai lu, et toujours pareil, l'histoire de Bombard qui avait dit qu'une barrique mise au large des Canaries arrive aux Caraïbes 3 mois après. Bon, moi j'ai mis presque 4 mois et demi, 127 jours, mais ça s'est quand même très bien passé. Voilà, il fallait laisser le faire. S'il a été tracté depuis sa ligne d'arrivée au large de Porto Rico jusqu'à la Martinique, le navigateur chevronné a connu bien des frayeurs durant ces 4 mois de ballottage en plein océan. À commencer par une déviation de trajectoire durant près de 15 jours. Sur le quai Foyalet, Josiane, sa compagne, et Pierre Galzo, l'ami de toujours, médecin, qui constate que l'aventurier a perdu 5 ou 6 kilos. À bord de sa capsule de 3 mètres sur 2, Jean-Jacques, 72 ans, a dû se contenter de quelques poissons pêchés et une nourriture lyophilisée. Une expérience qui va servir la science. D'ici quelques jours, l'ancien parachutiste militaire retrouvera sa terre bordelaise, histoire de commencer l'écriture de son aventure et concevoir un nouveau challenge, la traversée de la Manche à la nage.
Alors, mais dites-moi, ce serait presque cosy là. Ah ben c'est cosy, c'est cosy, vous voyez, juste, voilà. Ce qu'on a du mal à imaginer là, c'est le roulis. Là, on ne le sent pas ici. Ouais, ah mais oui. comment est-ce qu'on passe autant de jours en mer avec ce roulis permanent? Alors, il faut savoir que oui, on a un roulis permanent et on a des bleus permanents. Du fait que j'avais été obligé d'habiller les poignées des hublots, qui sont placés ergométiquement, c'est-à-dire ici, pas loin de la tête, et ici, toujours pareil, à hauteur des yeux. Le point de départ de l'aventure, c'est votre admiration pour Alain Bombard? Tout à fait. Racontez-nous ça. Ah ben, à 14 ans, mes premiers livres ont été que des livres d'aventuriers, Gerbeau, Slocum et Bombard, et qui avaient dit qu'une barrique mise à l'eau au large des Canaries, mais 3 mois pour arriver aux Caraïbes. Tout gamin, je n'arrivais pas à comprendre qu'un morceau de bois pouvait traverser tout seul comme ça, parce que je n'avais pas la notion des courants, je n'avais pas la notion des alisés. Et vous avez vécu 3 mois au final. Ah mais ben peu oui, importe, vous avez réalisé tout mon rêve. cette prédiction-là. Voilà, parce qu'un jour j'ai dit je partirai. Alors j'avais l'expérience quand même de traverser l'Atlantique. Merci Jean-Jacques, on vous suivra sur le Pacifique. Du coup, on va aller retrouver Olivier sur les quais de ce grand pavois, là où tout se passe. Oui Guillaume, on est juste en dessous au niveau des pontons, au niveau du bassin à flot, là où sont exposés la moitié de la flotte, c'est presque 400 bateaux qui sont à flot, sur l'eau, c'est la spécificité du Grand Pavois. Oui, effectivement, c'est la caractéristique même. Mais ça, depuis 1973, quand il a été créé, c'était présenter les bateaux dans leur élément. Parce que quand on aime le bateau, eh ben on aime bien voir le bateau posé sur l'eau. On appelle ça dans ses lignes. Et ça, c'est important. 2019, l'industrie nautique a repris des couleurs. Il y a eu un creux à partir de 2008 jusqu'à 2015. Là, on est sur une croissance d'avant-crise, on va dire. On le ressent sur le Grand Pavois cette année? Oui, bien évidemment. On le ressent, bien sûr, avant tout avec les présences des bateaux. C'est la présence des bateaux qui montre qu'effectivement, c'est reparti et c'est bien reparti. Et là, sur ce ponton, justement, on est vraiment dans le cœur du marché. Dans le voilier de 10-12 mètres. Et 32 puis, pieds, voilà, 32 abordable. pieds. On n'est pas sur du gros kata avec des types de programmes bien spécifiques ou des bateaux de course un peu plus pointus. Là, vraiment, c'est le cœur et c'est ce qui fait la spécificité du Grand Pavois. Oui, en fait, c'est la spécificité même, ce cœur de marché du monocoque, essentiellement, avec des bateaux, on va dire, de grandes croisières, de croisières à la journée, voire même de régates. Et surtout, ce qui est bien et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des bateaux aussi de petits chantiers. Et ça, c'est la particularité du Grand Pavois, c'est de permettre aux petits chantiers qui peuvent se présenter sur des niches spécifiques de voile d'être présents. Tiens, on va regarder un reportage qu'on a tourné parce que tu parles de chantiers qui sont sur des petites niches. Offset avait un concept qui cartonnait, vraiment un concept de bateau qui avait un grand avenir. Et puis finalement, on se rend compte que l'industrialisation de concepts est parfois difficile. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Fin 2013, Yann et Mathieu Piclet du chantier prépanautique dessinent une nouvelle carène, l'Offset 650. 2 ans plus tard, le voilier truste la première et la deuxième place du podium de la Mini Transat avec Julien Puvet et Yann Lipinski. Un départ canon. Ça amène la crédibilité d'un nouveau chantier pour la suite, pour des nouveaux emplois, pour pérenniser ceux qui existent déjà. Le chantier Offset est né et bien né. Se lance donc la construction d'un nouveau modèle plus grand. Le Offset 32 recevra même le prix du voilier de l'année 2018 et le carnet de commandes se remplit. On attend pour 2017 15 bateaux en commande. Mais voilà, problème technique, difficulté de recrutement, manque de financement pour booster la commercialisation et une trésorerie qui s'épuise. Pas d'autre choix que de jeter l'éponge. Le 7 mai dernier, la liquidation judiciaire est prononcée. Pierrick, on vient de le voir sur le chantier Offset. Cette difficulté quand même d'industrialiser un concept. Oui, effectivement. C'est compliqué. Après, c'est toujours aussi des marques d'innovation. Et ça, c'est intéressant. Offset avait lancé effectivement un concept de bateau très intéressant et à développer. Et on a vu quand même les avants de bateaux s'élargir. Offset est allé très loin. Bateau de l'année en 2017. Voilà, exactement. Donc il y a de l'avenir quand même dans ces formes-là. Après, effectivement, l'industrialisation, ça demande d'autres moyens et d'autres outils. Il y a d'autres chantiers locaux comme celui-là, le RM. Ça, c'est une vraie réussite.
et c'est ce qui draine le marché aussi vers le haut. Ouais, tout à fait. RM et Fora Marine sont vraiment un exemple type de la réussite de marché de niche, on va dire, avec une explosion en matière de gamme et une explosion en matière de modèles. Il suffit de voir le dernier, là, le 1180, qui était très attendu par les passionnés et par la presse aussi nautique. Oui, un modèle des coques à bouchins, de l'habitabilité à l'intérieur, facilité d'accéder sur les bords de côte, bateau de grand voyage mais aussi de sortie de week-end. C'est une réussite totale. Le marché se porte bien d'ailleurs, à tel point qu'au niveau des offres d'emploi, la demande, ça ne matche pas, il manque de personnel. Exactement, ça manque de personnel qualifié. C'est aussi un des objectifs du Grand Pavois, c'est de communiquer sur ces métiers-là, des métiers où il y a de l'avenir, où il y a de l'emploi, mais vraiment beaucoup d'emplois. On pense aux opérateurs en polyester, aux menuisiers, aux électriciens, dans un milieu qui est quand même, allez, somme toute, assez agréable. On est quand même dans un élément fabuleux. On est de retour sur les pontons de la Mini Transat et on est avec un fameux marin que les Rochelais connaissent bien, Richard Mérigeau. Guillaume Richard est un ancien ministre, toujours navigateur aujourd'hui. Et d'abord, on aimerait que tu nous dises quelques mots de ce bateau derrière déjà. Comment il s'appelle Sinon, ce bateau, il s'appelle Bon-Pied Bonneuil. Et alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'ai construit entièrement avec Benoît Parnaudot. Et Benoît, il est borgne, il a qu'un œil. Et la veille de la construction, moi j'avais la jambe dans le plâtre après un accident de moto. Et on s'est regardé en disant, voilà l'équipe. Le bras cassé, enfin presque. Le bras cassé un peu, c'est le cas de le dire. Et du coup, on a décidé assez tard le soir de l'appeler Bon-Pied Bonneuil. Voilà. Et lors d'une aventure brinque-ballante comme ça, aujourd'hui, c'est le bateau le plus ancien sur la Mini qui a le plus de courses à son actif? De plus de courses, je suis pas sûr. Ça va être, je sais pas. Ça va être la 5e Mini Transat pour ce bateau. Par contre, c'est le plus ancien, il a le numéro 260. Vous regardez les autres, ça va jusqu'à 900 et quelques. On a parlé de la Mini comme de l'antichambre des grandes courses, et les futurs grands noms de la voile ont la plupart du temps démarré ici. C'est aussi une course au cours de laquelle on va aller tester des prototypes. On l'a vu, je vous propose de voir un prototype très innovant, avec à la barre un jeune skipper plein de talent, c'est Arkema, skippé par Raphaël Lutard. Avec son drôle de nez, son mât L et ses foils, Arkema concentre en 6,50 m un condensé d'innovation qui en font le bateau le plus attendu sur la Mini. Après une première transatlantique, le voilier change de cavalier. Ça va Camille? Raphaël Lutard, l'ancien préparateur du prototype, est devenu à 23 ans le seul maître à bord. J'ai accumulé pas mal de milles en course et hors course. Je crois que j'en suis presque à 6000 milles, un truc comme ça, à parcourir avec le bateau. Donc ça commence à être pas mal. Et puis surtout, on a mis le bateau à ma main. Et puis on a fait pas mal de modifications sur les jeux de voile, sur les systèmes et tout ça. On a simplifié pas mal de choses. Arkema, comme Raphaël, n'aime pas le petit temps qui les empêche de voler. Le parcours de la Mini Transat semble taillé pour eux. Généralement, dans les alizés, on va retrouver du vent de 20-25 nœuds, donc c'est pile ce qu'il me faut. Et puis sur la première étape, généralement au Cap Finistère, il y a pas mal de vent, donc là aussi, il y a moyen d'exprimer un peu le potentiel du bateau à ces moments-là, quoi. Le prototype ne décolle qu'à partir de 17 nœuds. Mais dans ces conditions musclées, tout peut arriver, comme l'accident. L'année dernière, après 5 jours de mer, Raphaël se tranche le tendon d'un doigt, loin de tout secours. Un baptême au turier qui n'a pas laissé trop de traces. Dans la tête, non, parce que pour moi, ça fait partie un peu de l'apprentissage. Voilà, j'ai fait... c'est les choses qui arrivent et qui fait partie du passé maintenant. Deuxième jeune mise en selle par la Rouquayrol, Raphaël Lutard ne navigue jamais vraiment seul. Il peut compter sur les conseils du vétéran médocain. C'est comme un papa en fait. Il nous laisse beaucoup de liberté, il nous conseille beaucoup. Il sait nous remettre dans le droit chemin quand on commence un peu à partir sur les bords. Mais il est vraiment exceptionnel parce qu'il donne beaucoup de lui. Et ça, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le font en France, ce qu'il fait là.
Lors de la précédente édition, Arkema a fini 6e. Cette année, à la barre, Raphaël tentera d'égaler cette performance pour sa première traversée de l'Atlantique. De retour ici sur les pontons du Grand Pavois en compagnie de François-Xavier de Quercy. Merci François-Xavier d'être venu. Tu es le rédacteur en chef de Voilier Magazine. On vient de voir un sujet sur un jeune skipper, forcément sur le dernier numéro de votre magazine. Vous en parlez de la Mini Transat. La Mini Transat évidemment c'est incontournable. On en a déjà parlé dans le numéro précédent, on a quand même 90 concurrents. C'est un plateau énorme, c'est surtout une série très sympathique, très compétitive. Et en même temps des gens qui sont solidaires, qui se donnent des coups de main. Et c'est vraiment les jeunes pousses de la voile. C'est des gens qu'on est sûr de retrouver dans la course au large, sur des plus gros bateaux, sur d'autres supports, sur d'autres transats. Pour ça, Xavier, oui. Dans ton magazine, tu racontes des histoires aussi, des aventures, etc. Je propose d'en découvrir une. C'est celle de à l'abordage 4 seniors entre 60 et 71 ans qui vont traverser l'Atlantique, figure-toi, à la rame. On regarde. Alors on part au mois de décembre, on va partir des îles Canaries pour aller donc en Martinique. Ça représente 5000 km, donc si on est content, s'il y a une bonne météo, parce que la météo est vraiment importante, on peut mettre moins de 50, qui sait moins de 45 jours. Et ça, ce sera pas mal, parce qu'on n'est pas tout jeune non plus, vous l'avez vu. Et oui, ils ont entre 61 et 71 ans. Qu'importe. Car c'est justement là qu'ils puisent une motivation supplémentaire. Alors l'idée c'est de montrer que le vieillissement n'est pas inéluctable et qu'on peut se préparer à bien vieillir. Et bien vieillir, c'est s'entretenir physiquement, si possible par un sport, et puis également construire des projets qui puissent effectivement faire vibrer. Vivre ses envies, voilà ce qui est intéressant. Au départ, ils ne se connaissaient pas. Désormais, ils forment une équipe soudée, bien décidée à lutter ensemble contre vents et marées sur cette petite coque de noix au milieu de l'océan. À 4, là-dedans, si ça devient le bins, ça devient l'enfer. Parce qu'on ne peut pas, vous avez vu, il y a 4 mètres carrés, il y a 6 mètres carrés, on ne peut pas s'échapper. Donc, voilà, c'est un travail sur nous, on doit travailler ensemble là-dessus. Et puis pour l'instant, on a dit qu'on arrivait et qu'on restait les meilleurs amis. À 0 assistance, 0 moteur. On a une liaison satellite par téléphone et puis une balise qui va nous suivre et puis c'est tout. C'est en autonomie, s'il se passe quelque chose, c'est à nous de le gérer. On vous le dit, ces 4-là ont le cœur bien accroché, une fois à toute épreuve, de celle qui vous fait traverser les océans. Bon, alors souhaite forcément bonne mer et bon vent. Là, on est, François-Xavier, devant des bateaux plus petits, plus abordables, mais qui restent quand même... Alors oui, là c'est les Django. Ouais. Django du chantier Marée Haute, qui se trouve à Concarneau. 670, et la nouveauté, c'est, si tu te retournes, c'est le 8S là, qui est une évolution du Django 770, mais plus pour la course. Plus pour la course, ça veut dire que maintenant, on peut voir sur ce type de salon des bateaux pour des initiés, forcément, qui vont aller plus, avec des prix plus abordables, on va le dire. Bien sûr. Si tu veux, c'est intéressant parce qu'on parlait de la Mini, il y a la Mini part de La Rochelle ce week-end, et ce chantier est né un peu avec la Mini, s'est développé avec la Mini. Et puis après, avec des parties sur des bateaux d'un peu plus grande taille, et pour course et croisière, voilà. D'accord, c'est-à-dire que la Mini amène des marins à être connus, mais des chantiers aussi à se développer. Bien sûr. C'était le chantier Structure, qui est également en Finistère, est né avec le Pogo, est né avec la Mini. Et maintenant, on fait des bateaux de 12 mètres, de Pogo 12,50, etc., 50 pieds, des grands bateaux. François-Xavier, il a un beau métier quand même, parce qu'ils vont tester les bateaux à la fin du Grand Pavois pour dire lequel va être celui élu de l'année. Ça, c'est les 2 journées après le Grand Pavois. On a 2 journées d'essai pour l'élection du voilier de l'année, avec toutes les nouveautés du Grand Pavois et d'autres. Et ça va être, on a un plateau magnifique cette année, donc c'est le Django 8S, plein d'autres, le J99, le J Composite, le Sunfast. C'est pas décidé encore. On a 17 bateaux. Ah bah non. Non, on a un jury, de 15 personnes. Le président du jury, c'est Martin Lepape, figariste émérite. Et ça finit par un vote. Et le vainqueur
Donc le vainqueur est désigné lors du vote et il y a une remise des prix au Salon nautique de Paris. Bon, donc il y a encore le temps. Ben, moi, je vais te montrer des gens qui, eux, ne vont pas vite, ils sont passionnés de mer, ils passent leur été sur leur vieux gréement à naviguer et caboter un peu partout sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Merveilleux. Bon alors, est-ce que vous naviguez sous voile? Là, il y a un peu d'air, on se rejoint comme prévenu à Sablanceau. Voilà, je suis co-moteur, que sous voile, c'est 3 nœuds 4, 3 nœuds 2, quoi. Donc si on veut se retrouver à Sablanceau, on appuie un peu. On va rejoindre Jean-Paul et Annie, c'est un couple de retraités qui vivent 6 mois de l'année sur leur bateau, La Fleur, un vieux gréement que Jean-Paul a complètement retapé, il a navigué partout dans le monde avec, et on va aller à leur rencontre. On doit se rejoindre au mouillage à Sablanceau, dans la pointe sud de l'île de Ré. Comment ça va, capitaine? Ça va bien, mon ami, et toi? Bonne nave? Petite brise, mais ça y est, ça part. On est parti à 4 nœuds 5. Là, on va faire un petit casse-croûte en attendant que le vent prenne encore un peu plus. Et puis après, on taille soit sur le fier d'Arc, soit sur l'aiguillon. Et puis demain, l'Île-Dieu. L'Île-Dieu, vous remontez jusqu'à l'Île-Dieu? Voilà, l'Île-Dieu. Quelques jours? Quelques jours. Si les conditions sont bonnes, on ira faire un tour jusque dans le golfe. Ouais. Si elles sont pas bonnes, on restera sur l'Île-Dieu. Et ses environs. C'est les premières navigations de beaux jours, là? Non, nous sommes déjà partis. Ah bon? Oui, nous naviguons depuis le 1er mai. Ah oui? Oui, Ah oui. depuis le 1er mai. Nous habitons sur le bateau depuis le 21 avril et pour le préparer. Et on est parti le 1er mai. On est parti 10 jours en Vendée. C'est de plus en plus tôt tous les ans. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que bientôt on va peut-être passer l'hiver. Alors c'est quoi cette vie à bord pendant 6 mois de l'année presque? C'est petite navigation, 30-40 000 par jour, un mouillage. On fait surtout des mouillages, très peu de ports. Pourquoi? Parce c'est un que choix, c'est mieux? C'est pas l'intérêt du bateau d'être dans un port, sauf quand il y a du mauvais temps, mais sinon c'est fait pour être sur l'eau un bateau. Je fais Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Yougoslavie. Il a tout fait sur le bateau, mais par contre il ne fait pas la cuisine? Non, il ne fait pas la cuisine. Non. Et il vaut mieux pas manger ce qu'il prépare. Je sens qu'elle va être désagréable. L'hiver, j'ai pas tellement le temps de faire de lecture et sur le bateau, j'avoue que je dévore. Ouais, c'est ça. Ouais, donc je fais ma bibliothèque tout l'hiver et je pars avec et je rentre quand j'ai tout lu. Parce que la notion de temps est différente en mer. Ah, complètement, bien sûr. Et là, on peut pas se disperser. Ouais. Dans une maison, on a toujours quelque chose à faire, alors que là, non, c'est limité. Le vent pendant la voile. Ouais, exactement. Monsieur est aux affaires devant. Faut le laisser faire d'ailleurs. Ouais. Oui. Faut lui parler quand c'est comme ça. Non, non. Non, mais tous les deux, on sait ce qu'on a à faire. Ouais, c'est surtout ça. C'est-à-dire que vous vous parlez même plus? Non, en quelque sorte. Bon, on vous laisse. Bonnes vacances. Merci. Allez, bye. Au revoir. There's nothing to do, there's nothing to say. This lust we like to decay. I spent it on that godforsaken Monday. Bon, vous avez vu, messieurs, passer sa retraite sur l'eau, c'est quand même pas mal hein, sur le vieux gréement. Pas désagréable. Ça donne envie, ouais. Bon, on leur tourne, c'est le moment de se quitter. On va cesser pour cette première émission sur la plage en souhaitant un bon anniversaire au Lolaufskagen. Est-ce que vous connaissez ce bateau? Oui, c'est un bateau dont on a parlé récemment dans l'édition Atlantique. Alors moi je connais pas du tout, va falloir m'en dire plus là. Le Lolaufskagen, c'est un sardinier, un vieux gréement, construit en 1919 au Danemark. Il fait donc son siècle. Ce week-end, ça sera du côté de Saint-Denis-d'Oléron, son port d'attache. On vous y invite à y aller. Quant à nous, c'est la fin. On se retrouve le mois prochain, mercredi 30 octobre, pour ce rendez-vous mensuel du littoral en Nouvelle-Aquitaine. Ciao, bon vent.